Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Jean-Marc Nollet. Bonjour Monsieur Grosfilet. Chef de groupe écolo à la Chambre. Renvoyer le projet de loi qui allait permettre peut-être de redémarrer les centrales nucléaires, Doel 1, Doel 2, vers le Conseil d'État. C'est ce qui s'est passé hier au Parlement. C'est une victoire pour l'opposition ? C'est un moment important, je crois, dans ce dossier-ci. C'est un moment qui permettra probablement, et je l'espère en tout cas, de calmer un peu le jeu et qui permettra à tout un chacun de reprendre ses esprits. On sait que ce texte est très fragile d'un point de vue juridique. On l'a déjà vu avec les avis de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, on l'a déjà vu aussi avec le premier avis du Conseil d'État, mais on a surtout senti une ministre, en l'occurrence Marie-Christine Marguem, butée, qui veut absolument avancer sans tenir compte de toutes ces critiques. L'idée, en envoyant les amendements au Conseil d'État, est d'offrir du temps, y compris à la majorité. On a pu voir hier, le matin même, de cette prise en considération en séance plénière des élus du CDNV et de la NVA, mettre la ministre sous pression. Pour ceux qui n'ont pas suivi la séance d'hier, donc vous avez introduit une série d'amendements et vous avez demandé que ces amendements soient examinés par le Conseil d'État. Il fallait que 50 députés fassent la demande. Vous étiez 50 en additionnant tous les groupes de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un peu de la flibuste parlementaire, c'est-à-dire juste une manœuvre de retardement qui est destinée à enliser le dossier? Non, surtout pas. Non, c'est vraiment à un moment clé de ce dossier-ci, qui est déjà occupé au niveau de la Chambre depuis maintenant plus d'un mois, la possibilité de calmer le jeu, je le redis, et de prendre le temps pour calmer voir... le jeu, c'est peut-être torpiller le redémarrage. Non, c'est prendre le temps pour voir les alternatives, parce qu'il y a quand même dans ce dossier-ci un nœud que refuse de voir la ministre. Si jamais l'Agence fédérale de contrôle nucléaire donne un feu rouge au mois de novembre... Elle va se réunir demain, théoriquement. Hein? Oui, ça c'est sur la décision à prendre par rapport au patron, au directeur général de l'Agence fédérale. Mais moi, ce que j'évoque ici, c'est au mois de novembre, quand l'Agence fédérale doit décider si oui ou non ces centrales sont aptes, sont en mesure. Il ne faut pas oublier que ce sont des vieilles centrales, hein, elles sont périmées, elles ont 40 ans d'âge déjà. Hein. Si ces centrales sont en mesure d'être prolongées, si jamais l'Agence fédérale devait dire non, c'est pas possible. Il n'y a pas de plan B pour la ministre. Il n'y a pas de plan B. Ouais. C'est quand même sa responsabilité politique de travailler aux alternatives. Et depuis le début de ce dossier-là, depuis un mois, les écologistes, avec Groen, proposent des alternatives. Et la ministre refuse de les voir. Ici, on aura 8, 10, peut-être même 15 jours maintenant. Eh bien, c'est l'occasion, M. Grosfilet, pour que la ministre se ressaisisse et accepte d'analyser les alternatives que les écologistes proposent. Ouais, donc le Conseil d'État, maintenant, il a entre 5 jours et un mois, donc ça va vraisemblablement prendre 1 ou 2 semaines avant que l'avis revienne. C'est-à-dire que le Parlement est paralysé pendant ce temps-là, ou on va pouvoir commencer l'examen, même si l'avis du Conseil d'État n'est pas revenu? La proposition des écologistes, elle est claire, et je la formule aujourd'hui officiellement, c'est de profiter de ce temps-là pour travailler sur les alternatives. Je vais prendre un seul exemple. Electrabel, qui est celui qui est en volonté de pouvoir prolonger ces centrales nucléaires. L'exploitant des centrales. Pour 700 millions d'euros, hein, c'est quand même pas rien, 700 millions d'euros que les citoyens vont devoir payer un jour ou l'autre. Eh bien, Electrabel, en même temps, ferme pour 1000 mégawatts de production d'électricité dans des centrales classiques. Notre première alternative est que la ministre empêche Electrabel de fermer 1000 mégawatts, parce qu'alors... C'est ça que vous avez demandé au Parlement dans les 15 jours. D'analyser toutes les options alternatives. La deuxième option alternative, c'est d'amener, et c'est tout à fait techniquement faisable, on l'a démontré avec un ancien directeur de la CRE, qui est le régulateur, c'est d'amener 1000 mégawatts en plus venant des Pays-Bas. Mais il y a d'autres alternatives encore. Il faut vraiment profiter de ce temps, on a 1-2 semaines, pour mettre en place un plan alternatif. Ouais. Mais soyons bien clairs, si jamais la ministre ne le fait pas et qu'elle obtient un feu rouge au final de l'Agence fédérale, ce sera sa responsabilité, ce sera elle qui aura amené le pays dans le blackout énergétique. Ouais. Est-ce qu'on est encore dans les temps pour redémarrer ces centrales? On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, il fait beau et chaud, mais donc en novembre-décembre, on risque d'avoir besoin d'électricité quand même. Est-ce que reporter le dossier de 2 semaines, c'est pas acculer le gouvernement à devoir négocier dans l'urgence? On sait qu'Electrabel voulait négocier vite avant de redémarrer ces centrales. Ça prend un peu de temps de redémarrer une centrale. On est encore dans le timing ou plus? C'est très serré. Mais vous savez, j'ai posé la question que vous posez, parce que c'est la bonne question évidemment. J'ai posé la question au mois de janvier et au mois de mars à la ministre en commission parlementaire. Et au mois de janvier déjà, la ministre, c'était le 6 janvier, la ministre me dit non, pour nous, dans nos plans du gouvernement, Doel 1 ne peut pas être redémarré cette année-ci. Je repose la question au mois de mars. Et elle nous dit aussi, non, pour Doel 1, selon moi, ce sera pour l'année suivante. Donc on sait déjà que contrairement à ce qui est mis maintenant dans le texte de loi, Doel 1, ce ne sera pas pour cette année-ci. Elle le sait, mais elle fait semblant que ce n'est pas vrai. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu resté à nucléaire non merci, les écolos des années 70-80 ? Vous savez... C'est exclu qu'on redémarre Doel 1 et 2, c'est ça le fond de la position. La position des écologistes a toujours été de sortir de manière
progressive du nucléaire. On avait dit entre 2015 et 2025. Non, excusez-moi, entre 2003 et 2025. Olivier Deleuze avait offert 22 années au pays pour sortir progressivement du nucléaire. On a voté en 2003, on avait prévu de fermer la première en 2015. Tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné, effectivement. Mais néanmoins, on avait là 22 années. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de sortir du nucléaire par le chaos. Par le chaos, parce que Mme Marguem n'arrive pas à gérer correctement son dossier. Est-ce que ce ne sera pas encore plus le chaos si cet hiver, on se rend compte qu'on n'a plus assez d'électricité, qu'on est dans une pénurie d'électricité avec ce qu'on a appelé le blackout? C'est clair que la fenêtre d'opportunité pour travailler sur les alternatives... C'est l'argument central de Marie-Christine Marguem, de dire si j'ai pas ces centrales, il y a un risque de pénurie. Oui, mais donc écoutez la réponse des écologistes. C'est clair que la fenêtre d'opportunité pour travailler sur les alternatives, eh bien, elle se referme un peu à la fois. Il faut donc profiter des 15 jours ici pour travailler au concret ces alternatives au Parlement. Et alors, on peut effectivement à la fois fermer les centrales nucléaires et se dire qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement. Mais si jamais la ministre refuse, elle sera la seule responsable du blackout. La seule. Il y a plusieurs ramifications dans le débat. Alors, le premier, on a parlé beaucoup de Marie-Christine Marguem. Il y a eu une communication hier matin un petit peu ambiguë du CDNV, Parti social-chrétien flamand, partenaire de majorité. On aurait pu s'épargner beaucoup de peine si la ministre avait été plus ouverte dans sa communication. C'est une parlementaire CDNV qui le dit. Ça veut dire que là, l'opposition est en train de gagner des points, vous êtes content, ça commence à se fissurer dans la majorité? C'est clair que les fissures ne sont plus que dans les centrales nucléaires. Il y a aussi des fissures dans la majorité. Vous citez le CDNV qui a voulu mettre les points sur le i. C'est quand même pas rien. Un communiqué d'un partenaire... D'un parlementaire, Oui, mais quand même d'un partenaire du gouvernement le jour où le débat arrive au Parlement. C'est pas neutre. Et puis il y a la NVA aussi, qui a effectivement regretté la manière dont ça se passe et qui a surtout dit, M. Holland, qui était un spécialiste du dossier, qui nous dit... Il y a beaucoup de risques dans ce dossier-là. Il y a beaucoup de risques. Et c'est vrai, le Conseil d'État a carbonisé le texte. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire en a rajouté une couche en disant que juridiquement, c'est une fiction. Est-ce que vous n'avez pas rajouté un petit peu sur la personnalité de Marie-Christine Marguem pour la mettre en difficulté? C'est pas devenu un peu une querelle de personnes? Non, c'est un dossier de fond ici, on le voit bien. D'ailleurs, par les interventions des parlementaires de la majorité, on le sent bien. C'est vraiment un problème d'orientation. Je pense qu'elle prend un risque énorme pour la Belgique énergétique à tout le moins. Elle ne le prend pas toute seule, le gouvernement est derrière. Oui, mais on sent qu'elle est quand même fortement accrochée d'un point de vue presque idéologique. Alice, ça a été dit par le Premier ministre et par son président de parti. Elle doit changer de registre, elle doit adapter un petit peu son comportement. On a l'impression qu'elle est complètement butée. Si elle peut, et je veux vraiment profiter de l'occasion, si elle peut prendre ces 15 jours pour analyser avec vous l'alternative... Je pense que le message est passé. J'espère qu'elle l'entendra. J'espère franchement qu'elle l'entendra. Grâce à Télé Bruxelles, probablement qu'elle l'entendra. Deuxième ramification, Jean-Marc Nallan, dossier, le patron de l'AFCN, donc l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, qui est le gendarme, qui au final mettra feu vert ou feu rouge sur le projet de redémarrage. Elle est réellement indépendante, vous lui faites confiance ou pas? Difficile, hein. Quand on a le patron de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, monsieur Benz, qui nous dit qu'à Fukushima, il n'y a eu que 2 morts. Les autorités officielles japonaises nous disent qu'il y a eu 1656 morts liés à la catastrophe partie nucléaire. Et lui, il vient ici en disant qu'il y a eu 2 morts. Quand il nous dit qu'une éolienne, c'est plus dangereux qu'une centrale nucléaire, quelle crédibilité il a encore? Quand il nous dit, par exemple, que les fissures, au point de départ, n'ont la taille que d'une pièce d'1 cent, et puis qu'en fait, il dit c'est 18 cm, il y a un vrai problème de crédibilité aux yeux des citoyens qui doivent faire confiance, parce que la mission de l'Agence fédérale, c'est pas rien. La mission de M. Ben, c'est d'être le gendarme. Vous l'avez dit, et vous avez raison. Et ce gendarme se permet ce genre d'approximation, de minimisation. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que dans tout ce débat-là, l'Agence fédérale minimise les risques, minimise les dangers. Or, on ne doit pas lui faire confiance, donc. On a un problème de confiance, là. Mais il y a un conseil d'administration demain. Je dis, c'est au conseil d'administration à faire toute la clarté, y compris sur les dimensions de corruption. Parce que vous n'en avez pas encore parlé. Mais enfin, M. Benz qui... Donc, il a reconnu avoir peut-être été mêlé à des actes de corruption au Kazakhstan. Hein. Non, vous pouvez retirer le peut-être. Il a reconnu avoir effectué effectivement un versement de 10 000 € pour un acte médical en dehors de toutes les règles. Mais ce qui, moi, m'interpelle plus au-delà de cet acte-là, c'est la banalisation de la corruption. C'est comme si c'était normal. J'ai vécu Charleroi, moi, les affaires à Charleroi, il y a une dizaine d'années. Ça a commencé exactement comme ça aussi. Quand les gens disaient « Oh, on a toujours fait comme ça. Dans ce pays-là, au Kazakhstan, oui, c'est la corruption. » Mais aujourd'hui, ce type qui est à la tête de l'agence de contrôle nucléaire doit avoir une éthique irréprochable et venir banaliser des faits de corruption, franchement, ça interpelle beaucoup de citoyens. C'est logique, c'est légitime. C'est le dossier de la rentrée de Jean-Marc Nollet?
Bon, la rentrée, ça fait longtemps qu'on est rentré. Hein. C'est bientôt les vacances, d'ailleurs. Non, c'est un dossier extrêmement important. À côté de ça, il y a s'il y a redémarrage, vous aurez perdu la partie, ce sera un échec? Non, le dossier est loin d'être terminé. Mais je pense surtout que c'est la Belgique qui a intérêt, parce qu'il y a plus d'emplois dans les alternatives, parce qu'il y a plus de garanties, parce que c'est beaucoup moins dangereux et surtout, parce que c'est moins coûteux. 700 millions d'euros sur les factures des citoyens. Aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'on va sortir du nucléaire ou vous êtes un petit peu fait avoir? Ah non, moi je suis persuadé que progressivement la Belgique sortira du nucléaire. Au plus vite, au mieux. L'Allemagne, qui est quand même un pays extrêmement important, a décidé et maintient le cap. La Suède vient de décider, M. Grosfilet, de réduire la durée de vie de ses centrales nucléaires. Et la majorité actuelle, le gouvernement Michel, il est en train de sortir du nucléaire ou il va remettre en cause la loi Deleuze de 2003? Quand on leur pose la question, et surtout le CDNV et le VLD disent non, 2025 reste l'échéance, mais on doit ici faire face à une demande. Or, les alternatives existent, je le redis une dernière fois. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais vous poser une question éducation. On se rappelle, vous avez été ministre de l'Enseignement il y a un petit peu de temps. Joël Milquet, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation, Fédération Wallonie-Bruxelles, écolo et dans l'opposition, elle a raison de s'attaquer au redoublement? En maternelle. Parce que je crois qu'il faut bien préciser effectivement qu'il y a là un enjeu, un défi. Effectivement, on sent bien interdire les redoublements effectivement en troisième maternelle. Oui, mais à condition évidemment que les moyens soient offerts. C'est pas tout de dire on va arrêter le redoublement, on va donc faire des économies, alors qu'il faut surtout investir dès le plus jeune âge et en maternelle notamment, et notamment la proposition de Barbara Track, de Christos Doulkeridis aussi. Donc ça c'est les parlementaires écolos. Tout à fait, d'amener l'âge de la présence et de l'obligation scolaire plutôt aussi pour qu'un maximum de jeunes aient accès à cette éducation et à cette socialisation. Et quand tous les parents et certains profs ou instituteurs, institutrices disent oui mais non c'est de la folie, on voit bien qu'en fin de maternelle il y a des enfants qui ne sont pas mûrs, qui n'ont pas la maturité nécessaire, qui n'ont pas les prérequis, qui ne peuvent pas aller en primaire parce qu'ils ne pourront pas commencer à apprendre réellement à lire et écrire. De toute façon, c'est bien pour ça que je dis qu'il faut effectivement avoir donné les moyens. Si on entasse des 20, 30 enfants dans la classe de 3e maternelle, alors forcément on va dans le mur. Merci Jean-Marc Nollet d'avoir été l'invité de l'interview. Demain c'est François Heureux qui présente l'interview. À demain.